Success Story, quand les animateurs dévoilent les coulisses de leurs émissions cultes. Success Story by Télé Loisirs. Et pour ce premier numéro de Success Story, nous vous emmenons dans les coulisses d'une émission culte d'M6, DNCO, avec son animatrice Valérie Damido. Bonjour Valérie Damido. Bonjour Maxime Rioux. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler justement de DNCO. C'est une émission qui a marqué des millions de Français, on peut le dire, une émission de déco. On va revenir sur toute l'histoire de DNCO, on va ouvrir ce grand livre. Ouvrons ce dossier. Ce grand livre DNCO. Mais avant toute chose, on va regarder un peu dans le rétroviseur comment vous êtes arrivé, vous, dans DNCO, parce que il me semble que vous travailliez un petit peu dans l'ombre avant. Moi, j'étais journaliste, donc j'avais fait un peu d'antenne à l'époque d'Exclusif, qui était l'ancêtre de 50 Minutes Inside. On mettait les talents à l'antenne, donc j'étais avec Jonathan Lambert et on faisait de l'antenne. Mais après, j'étais vraiment journaliste, toute simple, hein. J'allais faire mes petites interviews, mes petits reportages. Et un jour, j'ai quand même une amie qui m'a appelée en me disant « Est-ce que tu aimes toujours la déco ?» J'étais chez Mireille Dumas, j'étais journaliste, je lui dis bah ouais, pourquoi tu me demandes ça? Rien, je te rappelle. Et donc il préparait une émission et il voulait une décoratrice un peu popu, mais qui soit pas une reine de la déco en fait, qui soit capable d'apprendre avec les téléspectateurs. Donc je dis oui et puis bim. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas du tout décoratrice, il y a pas de diplôme, il y a pas de... J'ai jamais fait d'école d'archi, rien du tout. Moi j'étais. Pourquoi cette copine m'a appelée? Parce que on va la nommer, elle s'appelle Sylvia Kahn, elle était directrice des programmes à l'époque sur M6. Elle me connaissait, on avait fait la Starac ensemble, elle m'avait vu sur Exclusif, elle m'avait vu dans plein d'émissions quand je travaillais chez Endemol. Et en fait, elle savait que tous les week-ends, moi, j'allais chiner. Et je récupérais des meubles et j'étais la reine un peu de je ponce, je patine, je répare, je bricole. Donc, elle savait que j'aimais la déco, que j'avais du goût, mais j'ai pas de diplôme d'archi. Ça, c'est une réalité. J'ai appris le bricolage sur le tas, comme on dit. Hein. En fait, le brief, c'était on voudrait la Marianne James de la déco. Donc, une nana un peu, tu vois, tout en volume et tout en rondeur. Parce que les gros, ça rassure. On va pas se mentir. Alors, ça peut dégoûter aussi, hein, ça dépend dans quel truc. Mais là, en l'occurrence, c'était genre on va dire une daronne bienveillante, tu vois, qui soit là un peu. Parce que le concept, qui était le concept de base, qui était un concept allemand ou hollandais, je me rappelle plus bien, c'était une grosse dame qui faisait pas les travaux, mais qui était une grosse dame gentille, qui disait oh, bah là, mon petit loulou, bon voilà. Et donc on s'est dit, bon, bah elle est bien, elle est ronde, ça va, tout va bien, allez, elle va faire le taf. Sauf que moi, dès le début, j'ai fait ah ouais, non, mais attendez, moi je veux faire les travaux. Sinon, ça m'emmerde, j'ai pas envie d'arriver, voilà. Mais c'était ça, le brief, c'était une petite grosse sympathique. Est-ce que ça vous a mis la pression de se dire, je vais arriver sur M6, le programme va être porté par moi, ou pas du tout, on y allait franchement tranquille? Tout simplement, au début, on nous en avait acheté 5 des émissions, pour te dire à quel point M6 y croyait. On nous avait acheté 5 hebdos, il était même pas question de prime time à l'époque. Donc, je me disais, tout en décontraction, le producteur qui s'appelait Renaud Rare et moi, on faisait les castings, les montages et les tournages. Donc, tu sais, c'était tout en détente. Donc, non, zéro pression. Franchement, pour le coup, non, vraiment. Aucune pression d'audience, de se dire est-ce qu'on va marcher, est-ce qu'on va rester Oh, moi, j'aurais bien aimé rester. Enfin, t'as toujours envie quand tu fais une émission que ça marche et qu'elle reste. Mais j'étais pas dans une pression de mon Dieu, il faut que ça marche. D'abord parce que je suis pas comme ça et que pour le coup, on se connaît un petit peu et j'ai un vrai truc avec les audiences dont je me fous éperdument. Je suis vraiment la fille la moins au courant des audiences. J'aime bien les avoir, mais je m'en fous si je les ai pas. Donc non, j'avais zéro de pression. Pour le coup, vraiment. Le premier tournage arrive, on est en 2006, ouais. Premier tournage de DNCO, et donc diffusion le 22 avril 2006 sur M6. Comment s'est passé ce premier tournage? Le premier tournage, c'était hyper rock'n'roll parce qu'on n'avait pas du tout anticipé que la peinture, ça met du temps à sécher. Donc eux, ils avaient décidé normalement, on devait faire une hebdomadaire où on faisait 3 pièces de déco. C'était en 24 heures. Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est très long, une émission de déco, donc on pouvait pas la tourner en 24 heures. On s'en est rendu compte puisque le premier tournage a duré 36 heures d'affilée. On était épuisés, c'était l'enfer, les temps de séchage, le bricolage, fabriquer des trucs, puisque l'idée c'était d'apprendre. Donc non, c'était une catastrophe. Le premier tournage, ça a été une catastrophe internationale. Mais ça nous a permis de comprendre que non, faudrait tourner cette émission sur 2 jours. Ouais. Voilà, ça c'était une certitude. Ça a été un bon galon d'essai, on se dit maintenant, voilà. Et donc, est-ce que vous vous souvenez du premier couple qui a participé à DNCO, leur prénom? Pas du tout. Alors, je me rappelle pas du premier... Allez, un indice, alerte à Malibu. Pamela? Mitch. Ah, Mitch et Agnès. Ah non, mais ça, oui, ça c'était la première diffusion. La première diffusion, parce que le premier tournage c'était pas eux. Mitch et Agnès, bien sûr que je m'en rappelle, parce que c'est grâce à Mitch qu'on a eu cette idée de surprise, parce que la première émission qu'on a tournée, si tu la retrouves, c'était un couple avec des enfants, mais en fait on les faisait pas partir.
on les faisait rester jusqu'au bout, donc il n'y avait pas l'effet wow. Ah ouais, ils assistaient à tout, quoi. Ils assistaient à tout, donc il n'y avait pas d'effet. Sauf que là, Mitch, qui est le 3e qu'on a tourné, mais le premier qu'on a diffusé, Mitch devait partir, il avait un impératif urgent de travail, donc il est parti à 14h, il est revenu à 22h. Et là, tout avait changé. Et quand il est revenu, il était là. Oh là là! Oh là là, donc il a eu cet effet de surprise, donc on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. Les gens, il faut les dégager pour que quand ils reviennent, ils aient un vrai effet de surprise. Parce que dans la version étrangère, il n'y avait pas d'effet non, waouh. D'accord. Il n'y avait aucun effet donc waouh. Cet effet waouh est français, on peut le dire. On peut le dire que c'est même Mitch. Bravo Mitch. Bravo Mitch, parce que c'est vrai que c'est ce qui a fait le succès de l'émission. Exactement. Ce fait de mettre les mains devant les yeux, la petite musique qui va bien. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, première émission, premier souvenir, 330 émissions quand même, DNCO. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ces 330 émissions ? Moi, je retiens surtout que c'était une émission qui avait une vraie vocation sociale. En plus d'apprendre aux téléspectateurs comment fabriquer un truc ou comment décorer un truc, c'était surtout, on aidait des gens. On allait chez eux, on leur montrait que, voilà, évidemment, jamais ils auraient pu faire ça tout seuls. On était 80 artisans jour et nuit pendant 8 jours. Donc, c'est sûr que on aidait les gens et c'était ce côté social qui me plaisait dans l'émission. Voilà, ça, c'était le premier truc que je retiens. Je suis restée quand même pote pas mal avec certains sur Facebook et tout. Et ce qui est mignon, c'est qu'ils mettent toujours des photos. Quand ils changent un canapé de place ou un truc, je pense surtout à Stéphanie. J'ai changé le canapé de place. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, il y a un vrai lien qui est ouais. D'accord. D'abord, on était vraiment, on rentrait dans leur vie. Moi, je les voyais plein de fois avant le tournage pour savoir leur goût. On faisait des rendez-vous avec l'architecte pour voir comment ça allait se passer, etc. Donc, on était vraiment proches. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal que j'ai gardé après en contact. Il y en a plein avec qui je suis en contact encore. Justement, dans DNCO, on voit quand même comment se passent les travaux. Mais comment, vous me disiez 80 artisans, comment ça se passait vraiment toute cette artillerie qui arrivait directement dans la maison? Le bordel. Ouais. C'était le bordel. Souvent, les gens, quand on arrivait et qu'on commençait à casser les trucs et qu'on sortait les meubles pour peser la baie, et surtout, dès qu'on commençait à arriver et qu'ils nous voyaient, donc ils sortaient tous leurs meubles, et puis surtout, on commençait, nous, pour gagner du temps, à péter les trucs, ils disaient, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ils nous voyaient, ils étaient complètement désemparés, parce que c'est vrai que d'un seul coup, ta maison était ravagée. Enfin, on arrivait, on était vraiment des termites. Mais c'était un bordel sans nom, c'était une organisation à la seconde près, on bossait comme des chiens, et c'était vraiment les plombiers, comme les électriciens, ils bossaient jour et nuit. L'équipe de jour, c'était l'équipe de nuit. Ça a mis beaucoup de temps avant qu'on ait une vraie équipe de nuit. On était prêts à tout, on bossait comme des dingues. On arrivait à 6h le matin, on partait à 2h, on dormait 3h, c'était n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'était beaucoup d'organisation en amont. Qu'est-ce qui se passait dans la phase de préparation? C'était on allait voir sur place, qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement. Déjà les castings, moi je faisais tous les castings pour les primes. Donc on visitait 5-6 familles et puis on choisissait une maison à la fin. Après c'était qu'est-ce qui est faisable? Parce que moi j'avais toujours des envies de péter des murs. Après il y a les IPN, les trucs d'archi, etc. Moi, mon architecte, il était génial, hein, Thierry, mais des fois il me disait « Tu es sûr qu'on va casser? Ça fait un IPN de 7 mètres. » Oui, on va casser. Puis après, il fallait trouver les choses dont rêvait la famille. Parce que moi, ce qui me faisait le plus délirer, c'était les délires des enfants. Je veux une chambre pirate. Donc après, va trouver un lit bateau, va trouver un machin. Moi, c'était ma passion. DNCO, c'était aussi l'histoire de famille assez douloureuse, avec des histoires où il y avait un papa qui était peut-être décédé, où il y avait un peu ce côté un peu social. Que j'aimais pas mettre en avant. Si tu remarques bien, on le disait vite fait dans le portrait qu'ils étaient dans la merde, mais moi, j'aimais pas qu'on soit à l'américaine, genre, les mecs dans le portrait, c'est genre... Oh, Patricia est décédée. Moi, je voulais pas qu'on mette ça en avant. Oui, ils sont dans la merde. Oui, ils sont endettés. Ouais, peut-être il y a eu des décès, des problèmes, des galères. Mais nous, on est là pour les aider et hop, ça va leur redonner un coup de peps. J'aimais pas trop qu'on traîne pendant des heures dans le pathos. C'était pas mon truc. À chaque fois, les cadreurs, ils essayaient de me choper parce que je chialais assez souvent. Et si tu regardes dans les émissions, il y a peut-être 2-3 émissions où tu me chopes en train de chialer, mais sinon, moi, je me barre et je veux pas qu'on me voit chialer. Je ne voulais pas que ça soit larmoyant. Qu'on les misérabilise, voilà, j'aimais pas ça. Je préférais qu'on les positive et qu'on dise, non, allez, ok, vous êtes dans la merde, mais nous, on est là, on va vous aider, etc. Quel est votre regard sur justement ces nouvelles émissions qui sont arrivées derrière? Parce que DNCO, ça a aussi inspiré pas mal d'émissions qui est maintenant sur le PAF. Quand je vois par exemple Maison à vendre, Recherche appartement ou maison, toutes ces émissions qui relookent des maisons, quel est votre regard là-dessus, honnêtement? Moi, Stéphane, il a commencé un petit peu après moi, donc Maison à vendre et Recherche, c'était encore un peu après. Moi, des fois, ça m'énervait quand il faisait des travaux, alors que c'était censé être du home staging. En fait, pour différencier, c'est travaux, on casse, home staging, on redécore. On redécore un petit peu. C'est ça. Donc, mais
moi, je partais du principe qu'on faisait pas vraiment le même métier. Lui, il aidait des gens à vendre leur maison. Moi, j'aidais des gens à rester dans leur maison. Donc, je trouve qu'on se complétait plutôt pas mal. Après, quand Déco s'est arrêté, Stéphane a repris un peu plus de travaux dans son émission, ce qui est normal. Mais moi, j'aime bien Stéphane. C'est un gentil mec. Son émission, elle est pas du tout faite pour les mêmes cibles que moi. Donc, franchement, je m'en foutais un peu. Enfin, je trouve qu'on se complétait bien, quoi, tu vois. Donc, et il n'y a pas eu d'autres émissions de Déco. Là, il y a eu une émission, Cette maison est à vous. Je suis pas sûre qu'il était très à l'aise dedans, Stéphane. J'ai l'impression qu'il l'a fait, mais c'est pas son truc. Je le connais. Il aime bien son petit maison à vendre et son petit recherche à pain. Je suis pas sûre qu'il était à l'aise dans ce truc de Cette maison est pour vous. Pas sûr. Pourquoi ça s'est arrêté DNCO ? Parce que je me suis barrée. D'accord. Parce qu'en fait, j'étais en colère parce que les primes, il y avait plus de primes. On tournait des primes et les découpait en 6 épisodes. Donc, ce qui perdait tout son intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt de Déco, ça durait 2 heures. À la fin, t'avais la révélation, la découverte. Là, c'était découpé en 6 épisodes. Donc, je trouvais que c'était gâché. Les spectateurs n'étaient pas contents. Et moi, je voulais relancer des primes. Je voulais qu'on recommence des primes. Et M6 voulait pas. Je voulais refaire Victoire Bonneau. M6 voulait pas. Donc, c'est comme dans un couple. Quand t'es pas heureux, j'ai essayé, on s'est parlé, on s'est pas entendu, je suis partie. Voilà, tout simplement. J'aurais pu rester et faire des compromis, et ce qui est pas mon genre. Déjà, on avait changé la case. Les gens, ils étaient très en colère au début parce que on n'était plus le dimanche, on était le samedi, ça les faisait chier. Enfin, c'était n'importe quoi. Parce que ça a beaucoup changé de case horaire. Bah oui. Pas d'amertume ? Non, des regrets parce que j'adorais l'émission et que. Mais envers M6. De l'amertume. Non, j'étais pas en amertume. J'étais, je disais, mais quel gâchis, quoi, en fait. J'étais plus en colère que amère. Cette émission, elle plaît à tout le monde la regarde. C'est juste vous qui merdez dans la programmation. Bon, ça m'énervait en plus les horaires programmés, les méga rediffs à non-stop, blablabla. J'étais plus en colère que amère. Et puis, c'est moi qui ai choisi de partir, c'est pas eux qui m'ont foutu dehors. C'était plus possible. Je pouvais pas rester et faire comme si j'étais pas en colère. Je sais pas le faire. Ils ont quand même essayé de relancer l'émission avec une autre animatrice. Oui. Qui n'a pas marché. Mais non, mais parce que en fait, c'est idiot d'avoir fait ça. C'est une émission qui est... C'est Sophie Ferjani qui l'a Ouais, repris, exactement. C'est une émission qui est ultra incarnée. On est, tu vois, moi je parlais à la caméra, je balançais des claques à la caméra, on parlait aux téléspectateurs, on faisait les cons, c'était une vraie émission d'humeur. Ouais. C'est tellement incarné. Sophie, elle aurait dû prendre son émission à elle. Moi, on m'aurait proposé cette émission alors que j'étais animatrice d'un autre truc, j'aurais dit ah non, jamais. Parce que tu peux pas, même Stéphane lui avait dit à l'époque, il faut qu'elle fasse son émission de déco qui lui ressemble. Là, on lui a demandé de prendre ma salopette qui était trop grande pour elle parce qu'elle est quand même, elle fait 50 kilos de moins que moi. Et on lui a dit, vas-y, démerde-toi. Mais non, en fait, c'est pas son caractère, c'est pas sa personnalité, c'est pas son univers. Donc, c'était sûr que ça ne fonctionnerait pas. C'est pas de sa faute à elle, hein, c'est idiot. Mais en même temps, tu sais, la télé, ils pensent toujours qu'il y a des gens qui sont remplaçables. Bah là, en l'occurrence, c'était trop incarné. C'était trop incarné, j'étais trop la fille de la déco, quoi. Comment ça se passait dans la rue pour vous à l'époque de DNCO ? Parce que j'imagine qu'on vous demandait peut-être des conseils de déco. Ah mais ça n'a pas changé, hein. Je t'explique. Déco s'est arrêté en 2015. D'abord, si tu regardes les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un dose de déco, il y a 2000 tweets d'Amido. Alors là, quand il y a eu Notre-Dame, je t'explique, j'ai eu 100 000 tweets de c'est d'Amido qui va faire les travaux de Notre-Dame et blabla. Encore maintenant, on m'associe à déco. Il y a eu une petite période où les gens me disaient « et danse avec les stars », mais aujourd'hui encore, on me demande des conseils de déco sur Twitter, dans la rue. Ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais changé. Les mecs klaxonnent « déco !» Tous les mecs qui font des travaux, qui sont en camionnette, etc., c'est toujours alors ça, maroufle !» Donc, non, ça n'a pas changé, ça. Justement, maroufle, c'est un terme qui a été inventé dans déco. Ce n'est pas inventé, c'est un vrai terme. C'est un vrai terme. Ouais, le marouflage existe depuis le XVIe siècle, je te signale. D'accord. Donc, c'est un vrai terme. C'est vraiment, maroufler, c'est vraiment chasser les bulles d'air du papier peint. C'est juste que moi, ça m'a fait tellement rire la première fois que Franck m'a dit, c'était peut-être la 3e hebdo, la 4e hebdo, on pose un papier peint, il fait, bon, et bien maintenant, on va maroufler. Je fais quoi ? On va quoi faire ? Il me dit, on va maroufler. Je suis partie dans un fou rire. Mais c'est quoi maroufler ? Et ça a été après, c'était marouf ta choucroute, marouf ton truc, la marouf c'est la vie. Enfin, après, j'ai même fait des t-shirts. C'est devenu le mot comme les schtroumpfs, quoi. Tu vois, c'est. Non. Et même maintenant, vous l'utilisez encore, maroufler ? Mais je te dis, les gens dans la rue me disaient, ça va, madame maroufle et tout. C'est même pas déco, c'est maroufle. Et c'est vrai que maintenant, il y a encore même des rediffs qu'on peut voir de tout le temps. Sur Teva, on les voit souvent. Tout le temps. Comment ça se fait qu'ils peuvent les rediffuser autant ? Parce qu'elles ne vous appartiennent pas, ces émissions. Moi, je suis pas productrice, les amis.
famille, donc ça appartient à Fremantle, hein, donc ils rediffusent autant de... Et c'est drôle des fois parce qu'ils rediffusent même des Victoire Bono et je le vois sur Twitter parce que les gens ils font « Ah, il y a la rediff du Prime et là et machin », donc ça me fait rire parce que c'est des émissions qui ont 8, 9 ans, 10 ans. C'est ça. Donc j'imagine bien... J'imagine que les enfants de DNCO sont peut-être maintenant des parents. Ils sont grands, en tout cas, il y en a que j'ai fait, dont un qui est devenu instituteur, avec qui je tweete souvent et qui s'était revu en rediff, qui m'avait dit « Oh là là, j'étais petit et tout ». Je dis « Bah oui, t'étais petit, t'avais 14 ans ». Donc non, c'est drôle. Et maintenant, quand vous regardez dans le rétro, vous vous dites quoi? Vous vous dites c'est super ce qu'on a fait, il faut le refaire, il faut... Comment vous voyez Moi, tout ça? dis c'est super ce qu'on a fait et il faudrait recommencer l'émission parce que le même concept, rien évolué comme ça. Ouais, en l'état. Je pense sincèrement. Je pense que d'abord en ce moment, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un vrai regain pour les émissions old school. Surtout sur TF1. Voilà, donc à qui Burger Quiz, à qui veut gagner des millions, à qui même dans Fort Boyard on te ressort des vieilles épreuves. C'est ça. Donc je pense qu'il y a un vrai truc de nostalgie. Moi, je le vois parce que tous les jours les gens me le disent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai. Ah là là, vous nous manquez, vous nous manquez, vous nous manquez, vous nous manquez. Donc bien sûr que j'ai aimé cette émission, j'ai aimé mon équipe, j'ai aimé la faire, j'ai aimé aider les gens. Donc bien sûr que j'aimerais la refaire et il faudrait la refaire. Et je suis sûre que tu refais Déco demain, c'est un carton. Vraiment. Et que deviennent vos équipes maintenant? Eh ben, des fois, j'ai des nouvelles. J'ai des petites nouvelles. Le petit plombier, David, il est venu faire de la plomberie chez moi. Curie, il est venu faire de l'électricité chez moi. Je sais que Gaël a repris des chantiers perso. Tous mes assistants déco, ils ont repris des chantiers. Voilà. Parce que l'arrêt d'une émission, c'est aussi l'arrêt d'un travail pour une équipe régulier, quoi. Oui, alors après, les cadreurs, les ingé-sons et tout, je les recroise sur plein d'autres émissions. Mes assistants déco, Phil, qui était mon binôme, alors lui, il est resté dans la déco et il s'occupe des lampes Charles, qui sont des lampes de luxe. Mais c'est... les autres, ils ont repris des chantiers privés, quoi. Parce que quand vous êtes partis, vous avez pensé aussi, j'imagine, à eux, de se dire, si je pars, eux vont... Phil, il m'a suivi sur Énergie 12. Dans le labo d'Amido, Et il m'a suivi, mais j'ai récupéré des assistants déco aussi sur Énergie 12 qui ont fait l'émission de déco avec moi. On en a fait 10 avec Alexia. Puis après, dans Danse avec les stars, ils m'ont pas suivi. Ça devait être compliqué. Bizarrement, la rumba, tout ça, ça leur a... Mais ils m'ont suivi sur la télé. J'avais des textos réguliers. Mais demain, si je redémarre une émission de déco, tout le monde revient. Et la même équipe. Oh, bien sûr. Et c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Il n'y a pas des petites... c'est pas comme si je harcelais pas Ara Aprikian et Xavier Gandon. Les patrons du groupe TF1. Voilà, mais je pense que... Ouais. Pour l'instant, c'est un violon. Non, on n'est pas du tout dans les tuyaux, là. On est dans la bouche de Damido, mais on n'est pas dans les tuyaux. Mais c'est dommage. Quel est votre meilleur souvenir dans DNCO? La 50e. En fait, on a fait le 50e Prime. Et toute mon équipe, ils m'ont fait que des surprises pendant le tournage de la 50e. Ils m'avaient fait une chanson où j'ai chialé comme une petite merde pendant toute la chanson. Et ils ont fait venir des anciennes familles à la fin de l'émission. Et voilà, c'était beaucoup d'émotions pour moi et ça c'était vraiment un tournage et pourtant c'était dans des conditions difficiles, il pleuvait à torrent, on était trempés du matin au soir, on fabriquait une piscine, c'était l'enfer de la boue, mais c'était c'était super parce que c'était la 50e, on n'aurait jamais imaginé aller jusque là. C'était les anciennes familles qui sont venues, qui nous ont ils nous avaient apporté des cadeaux, ils étaient trop contents d'être là et tout, c'était génial. Voilà. C'était super. Merci beaucoup Valérie. Merci d'avoir accordé un petit peu de temps à tes loisirs. Écoutez, vraiment Télé Loisirs, merci beaucoup.